enregistrement. C'est parti. Bon, ben bonjour tout le monde. Allez, troisième épisode. Après le cours sur le mode objet, la présentation, le cours sur le mode edit avec les extrusions, les contrôleurs, etc. On continue de notre lancée sur le mode edit toujours. Et on va faire un autre objet. On va voir ce qu'on va faire. Moi, j'étais parti sur une... Tiens, je vais enlever cette lampe qui m'embête. Elle est au milieu, elle va me gêner plus qu'autre chose. On va partir sur une cuillère, hein, comme je disais tout à l'heure, au hasard. Allez, je partage mon écran pour que vous puissiez voir les petits élèves. Voilà. J'ai partagé que Blender, ça sera tellement lourd. Démarrer le partage. Voilà, vous voyez bien. Ok. Donc voilà, allez, on continue. Alors, une cuillère, on va la faire à partir d'un cube. On va partir d'un cube, alors en imaginant le truc, hein. On a un cube, je creuse le cube, après je fais un manche qui part par là, tout en mode cubique. Eh ben on va le faire. Allez, c'est parti. J'ai mon cube, je me mets comme ça, j'attrape là, je vais mettre en mode face. Ça, on sait le faire hein, déjà. Hein. Ah ben non, tiens, on va rajouter une fonction. Là, j'aimerais bien creuser et descendre vers le bas là. Mais bon, là j'ai quelque chose qui est un peu grand. Donc je vais faire une extrusion, mais c'est un inset que je vais faire. C'est comme une extrusion sur place. En fait, quand on génère une face dans une face. Alors c'est la touche, le raccourci I. Hein. Alors est-ce que je l'ai ici? Dans Mesh, Transform. Bon, c'est pas top de le faire ici. On va peut-être le voir plutôt ici. On a les extrudes, voilà, on a l'inset face ici. Hein, troisième dans la... vous voyez, on les avait vus, les extrudes individuelles et le inset face là. Je clique dessus et ça me permet de générer une face directement ici. Sur ma face, vous voyez, ça prend ma face, ça la coupe, ça rajoute une face au centre et ça génère les faces autour. D'accord. Le raccourci de ça, c'est I. Normalement, si je mets ma souris juste dessus, voilà, bah, il me dit ce que c'est et il me dit raccourci I. Donc vous le retrouverez facilement. Donc souvenez-vous, on va essayer de travailler avec ça et les menus, comme ça vous retrouverez facilement les fonctions. Je vais ouvrir, si c'est pas déjà fait, mon screencast key ici pour afficher tout. Je recommence et je le décale un peu. 3.6, voilà. Donc l'inset, j'ai généré une face, après je descends ma face. Alors pour le coup, vu qu'elle est générée, je vais la laisser comme ça et je vais faire un extrude E maintenant, pour le coup, et je descends vers le bas. D'accord. Alors pour voir où je suis là, je vais me mettre en mode vision wireframe. Ici, ou alors c'est la touche Z qui bascule de wireframe à mode normal. Donc ça c'est bien parce que ça me permet de bien voir la forme que j'obtiens, quoi. D'accord. On voit au travers. Et je me sers que des flèches de déplacement pour l'instant. Donc j'ai utilisé le I et le E. Ok, ben là je vais faire le manche. Alors on va dire que ça c'est la cuve de la cuillère, quoi. Maintenant je vais faire le manche. Alors pour faire le manche, ben, je vais rester là-dessus et je vais extruder. Alors je vais l'extruder peut-être un petit peu plus petit. Donc je vais refaire un inset, un I. Et je réduis un peu, comme ça. Je vais réduire en hauteur. S, Z. Donc on connaît le S, on connaît le Z. Voilà. Et puis de là, je vais extruder pour partir en mode manche. Un extrude, E, et je pars. D'accord. Je tire vers là. Voilà, elle est belle ma cuillère. Fini. Alors c'est une cuillère cubique. Hein, c'est pour ceux qui aiment manger, qui sont assez cartésins. Moi, je suis sur Pour Minecraft. une cuillère pour Minecraft, voilà, pour des sous Minecraft. Cuillère pour Minecraft. Voilà. D'accord. Impeccable. Ok, donc avec ça, vous allez pouvoir travailler. Donc ça, vous avez vu, ça vous paraît pas compliqué quand même. Vous avez su faire des tables, des chaises et tout ça. Alors là, on est bien. Sauf que là, on se dit, ça serait bien quand même de pouvoir faire des trucs un peu plus smoothés, plus arrondis. Alors on a une solution. Soit on va le faire à la main en partie. On va faire une partie à la main. Et on va faire une partie en mode automatique. Bon, d'abord, je vais vous montrer la partie qui est un peu plus automatique. Donc là, j'ai un maillage qui est très large. Alors, ce que je vais faire, je vais aller ici dans ce qu'on appelle les modificateurs. Ici, la petite clé qui est sur le côté, là, vous voyez, sur l'onglet des éditeurs, là, de l'objet. Donc, on édite l'objet. Je vais ici sur la petite clé. Et sur la petite clé, ici, j'ai Add Modifier. On va subdiviser, justement. Donc, l'Add Modifier, ici,
nous ouvre toute une liste de modificateurs qui permet de faire des modifications, enfin évidemment, vu que c'est leur rôle, avec plein de choses déjà toutes prêtes, avec des réglages, etc. Nous, on s'intéressait aux subdivisions de surface, celui-là. Pourquoi? Parce que quand je clique dessus, tout de suite on voit, ça subdivise la surface. Chaque face là, elle est divisée, elle est coupée une fois, en large et en travers. Donc il y a une face devient quatre faces. Parce que j'ai ici une subdivision. Vous voyez? Et si je clique sur la flèche là, j'augmente ma subdivision, j'en ai deux. Et tout de suite, ma petite cuillère, elle commence à prendre une forme arrondie. On voit toujours le modèle de base à l'intérieur, enfin le modèle de base quoi, hein, en mode brut, mais on voit ce que ça donne avec deux subdivisions. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a plein de facettes. Et si je veux pas avoir toutes ces facettes là, je peux aller tout simplement passer ici en mode objet. Et là, on a la vision de notre cuillère telle qu'elle pourrait être. Et je peux dire que je utilise un shading smooth ici. Vous voyez ça, le smooth ici. Alors c'est toujours aux mêmes endroits, hein, c'est dans les menus sous disponibles, donc on s'en sert très souvent. On clique le shading smooth, ça vous pouvez le noter, shading smooth, et le subdivision surface dans les modificateurs. Donc là en shading smooth, vous voyez, on ne voit plus les petites facettes. Si je me remets en shading flat comme il était, on voit chaque petite facette qui est découpée, et si je suis en smooth, ça lisse le truc. Donc si je rajoute encore une subdivision, ou deux, voilà, là j'obtiens une cuillère qui va être très très lisse. Par contre, en mode objet, chaque fois que je rajoute une subdivision, je vois en haut là, de la fenêtre, on voit le nombre de vertices, on voit le nombre de faces qu'on a. Là actuellement, pour ma petite cuillère, j'ai 5600 faces. J'ai 11 000 triangles. Et j'ai 5634 vertices, 5632 faces. Si je monte, là je me trouve avec 22 000 faces pour une petite cuillère. Alors comme ce sont les objets qu'on va importer dans des jeux 3D comme Excel ou OpenSim, il vaut mieux éviter de faire des trucs avec des très hautes résolutions pour des formes comme ça. Donc on va dire que avec, je regarde au niveau visuel, hein, 3, 2 c'est peut-être un petit peu court, 2 parce qu'on voit quand même les effets de bordure, mais avec 3 subdivisions, ça reste très correct pour une cuillère qui va être posée sur une table, même 2 ça suffirait à mon avis. Donc je vais mettre 2 et on dirait que ça suffit parce que la cuillère elle est toute petite normalement, donc il n'y aura pas de problème. D'accord, donc on voit déjà la forme. Alors je reviens en mode edit parce que c'est la zone dans laquelle on travaille. Il y a une façon de... Alors oui, t'abandonnes pour ce soir? Ok, pas de problème. Tu reprendras en vidéo. D'accord, donc là, pour la cuillère, on a... Alors quand on travaille avec le mode subdivision de surface, on voit que la forme ici, par exemple au bout, elle est carrée, et il a fait un subdivision, donc ça arrondit. Alors comment faire pour essayer d'aller se remettre au bout comme ça? Eh ben, il y a une solution simple, c'est de rajouter une loupe et de tirer. Donc on rajoute une loupe, ici, par exemple, je la valide, et je tire, et je peux ajuster le plus ou moins serré. Voilà, comme ça, je vais mettre, pour avoir une bordure un peu arrondie, ici, d'accord? Donc déjà là, on ajuste le truc. Pareil ici, alors soit je garde l'arrondi ici, soit je ne veux pas le garder et je rajoute une loupe avec un CTRL R. Je le valide une fois et je ramène ici, donc ça rend la bordure plus serrée. Je ne vais pas la faire trop serrée, je vais m'arrêter ici, par exemple. D'accord? Je veux que ça soit un petit peu arrondi quand même. Et pareil pour le haut. Si le haut, je veux que ça soit plus plat au niveau de la bordure de ma cuillère, je rajoute des loupes ici dans ce sens-là. CTRL R. Alors pas ici, ici. 1, 1. Alors là, le problème, c'est que vous voyez, c'est que comme j'ai extrudé à partir de... Ouais, comme j'ai extrudé à partir de là, je pars d'une face et j'ai pas de ligne au centre. Donc je vais être un petit peu embêté pour durcir en passant par le côté. Par contre, je peux durcir en passant par le dessus ici. Je fais un CTRL R au-dessus, voilà ici. Et là, je valide. Et là, soit je me rapproche du centre, soit je me rapproche de l'extérieur. Et je vais, du coup, ça va durcir le bord extérieur. Et là, je peux en refaire une autre. Pareil, et je ramène vers le centre pour durcir le bord intérieur. Pour le rendre plus net, on va dire. D'accord? Parce que chaque fois que je rajoute une loupe,
je vais avoir autant de subdivisions qui vont se faire entre les deux. D'accord? Entre les deux bords ici, là j'en ai plein. Voilà, comme on peut... Alors si j'augmente évidemment un cran, là je suis super net. Bon, on va rester comme ça pour l'instant. Donc après, une fois qu'on a ça de fait, ben, il ne reste plus qu'à faire quoi? Plus qu'à attraper et à descendre un peu le haut, là, pour que ça fasse un peu plus la forme, puis à déformer. L'intérêt de travailler avec le subdivision de surface, c'est qu'on travaille avec un maillage qui est très large, et on peut déformer facilement, et ça fait arrondi, ça fait smooth. C'est-à-dire que là, je vais me mettre en vue de côté, enfin en vue de face, tiens. J'y suis en vue de face, donc je vais me remettre en vue de côté, mais en ortho, et en Z pour voir au travers. Alors il y en a qui ne supportent pas de voir au travers comme ça, mais là, je trouve que c'est pratique moi, de faire un B, de sélectionner le haut, là, tout le haut, toutes mes loupes, et de descendre ça. Et là du coup, je peux avoir une cuillère qui va être plus plate. Bon, elle est pas terrible la bordure, hein, ça fait une cuillère un peu bizarre. Et pareil, je peux attraper le fond, A, B, m'amuser à le faire tourner. Alors je suis en Z là, j'ai tout pris. Non, j'ai pas tout pris là. B, hop, une rotation, par exemple, sur les X. Alors, vous voyez, quand je travaille en mode de face ou de côté, etc. Là, si je fais une rotation simple, je fais R, je tourne systématiquement sur l'axe des X, puisque je suis dans la vue où ça tourne puisque je suis dans la vue des axes des X. Donc là, j'ai pas besoin de taper RX. Mais si je suis en mode de travers comme ça, le X c'est le rouge là, je suis obligé de faire RX pour être sûr qu'il tourne là. Parce que si je tourne là, si je fais un R simple ici, là il va tourner dans l'axe de ma vue, donc ça va être un petit peu, là on voit pas trop, mais ça c'est déformé, quoi. Ça correspond pas à ce qu'on veut faire. CTRL Z. Donc soit vous mettez bien dans la vue, et vous faites un R tout simple, soit vous faites RX pour verrouiller sur l'axe. Bon là, elle a une forme un peu bizarre. Pareil, je vais me mettre ici, je vais faire un A, je fais un B, je sélectionne toute la partie là. Alors pourquoi j'arrive pas à sélectionner tout? On dirait qu'il veut pas sélectionner l'ensemble devant et derrière. Je vais faire comme ça, B. Ah, étonnant ça. Alors je vais cliquer là-dessus. Ça normalement ça permet de sélectionner au travers, mais en Z normalement on pouvait sélectionner. Mais je suis pas en vue de Z là, c'est pour ça. Voilà, là je suis en Z. Quand on est en vue de maillage, on peut sélectionner tout le maillage au travers. Quand on n'est pas en vue de maillage, par exemple, je rappuie sur Z, on peut sélectionner au travers, mais en cliquant sur le petit bouton là, qui est à côté des sélections face, etc. Quand on clique dessus, d'ailleurs, on voit les faces qui sont derrière apparaître. Voilà, ça permet la sélection des faces qui sont cachées. Donc là, je peux faire un B et sélectionner tout ce qui est derrière. Là, ça va les prendre. Et puis là, par exemple, je peux allonger ça, le rétrécir en SZ, si je veux, comme ça, la remonter. C'est un peu bizarre, faire une rotation, par exemple. Bon, je suis sûr que vous saurez faire une cuillère bien plus jolie que la mienne. Hein, de toute façon, ça va être... parce que moi, avec une cuillère comme ça, je mange pas ma soupe. Hein. On dirait un doseur de... On dirait une cuillère pour les médicaments, tu sais, c'est Vanessa qui m'a contaminé. Elle est malade, alors on est en train de préparer une petite cuillère pour son sirop pour la toux. Hein, vous voyez, ça ressemble vraiment à une petite cuillère qu'on n'arrive jamais à finir, là, qu'on est toujours en train de lécher le fond. Donc voilà. Et puis là, un B, on peut attraper juste le fond, le remonter pour que ça soit pas trop. Voilà. Ok. Allez. Ça c'est vu pour le côté sympa du subdivision surface. Alors le subdivision surface, donc on a vu le nombre de vues qui nous permet d'augmenter ou diminuer la précision. Quand on se met à 0, on est carrément en maillage hyper durci. Par contre, si je mets 3 subdivisions, je peux faire une chose aussi qui est intéressante, c'est de voir avec le maillage appliqué sur la forme. Il y en a qui préfèrent. Alors là, vous avez en haut ici, vous avez le nom de la subdivision. Alors je vais écarter un petit peu ça pour qu'on voit bien. Vous avez le nom du modifier, c'est le subsurf, il s'appelle. À côté, vous avez le petit appareil photo qui fait en fin de compte que le modificateur là, il va être actif ou non dans le rendu.
Le rendu, c'est quand j'appuie sur la touche F12, ça me fait une vue de la caméra et ça me fait le rendu. Là, il n'y a pas de lampe, vu que je l'ai supprimé, donc elle est noire, ma cuillère. Elle est invisible. Bon, je fais échappe pour sortir de la vue du rendu. Si je décoche ça, dans le rendu, je serai en mode, si je fais un F12 là, le rendu, vous voyez, il n'est pas intervenu dedans, donc elle est carrée, ma cuillère. Le modificateur n'est pas dedans. Je refais F12, là il est intervenu. Donc il est pris en compte ou pas. À côté ici, la vue, ben, on le voit ou pas. Vous voyez, le modificateur est activé, mais là il apparaît ou pas. Ça vous évite de le supprimer. À côté ici, vous avez un petit bouton qui vous permet de le visualiser, le modificateur, dans le mode Edit. Là, il n'est pas visualisé dans le mode Edit, il n'est pas coché. Donc, même si j'ai un modificateur, là, il ne va pas être activé. Si je le coche, je vais voir le résultat en mode Edit. Et dans le mode Edit, on a le choix entre voir le maillage tel qu'il est réellement, pour l'instant, parce que c'est pas appliqué, le modificateur, ou voir le maillage collé à la forme. Et c'est le dernier petit bouton là. Voilà. Là, le maillage, il colle à la forme, alors ça peut être sympa pour travailler la caméra. Elle m'embête aussi, je vais la supprimer, comme ça je l'aurai pas dans les... Alors je vais pas faire ça, je vais faire tab, je vais prendre lui, et je vais la mettre plus loin, ça. Donc je reviens sur lui, voilà. Et là je peux, alors vous voyez, je sélectionne au travers, le point au travers, parce que j'ai ça d'enclenché. Pour ça j'aime pas travailler avec ça, je préfère travailler en mode Z, c'est-à-dire en mode wireframe, parce qu'au moins je sais que j'y suis et du coup je vais pas sélectionner un point caché par hasard. Donc là je fais A et je reviens en mode visu solide. Donc là c'est intéressant parce qu'on peut sélectionner directement alors nos faces, pareil, et les faire bouger et voir directement ce que ça donne si je l'agrandis. Et si on l'agrandit, si on la rapetisse, pour faire une cuillère un peu moins casse-pied, d'accord, un peu moins raide. Voilà. Donc là c'est pas mal. Est-ce que ça vous parle là? On peut ajouter des loops ici aussi. Voilà. Alors les loops, comme je vous expliquais, elles sont toujours elles sont arrêtées dès que vous arrivez sur un triangle. C'est pour ça que c'est pas bien d'utiliser la subdivision normale, celle-là de subdivise sur une seule face, parce que ça va vous bloquer le système. Mais on peut rajouter des loops ici. Par exemple, si je fais un CTRL R au milieu, et la loupe elle fait tout le tour, je la valide. Du coup, je vais me retrouver avec une loupe ici. Et aussi, dans la foulée, ça me change. On voit que ça me change la forme parce que le maillage il devient plus dense ici. Donc on est obligé de retoucher après. C'est pour ça que... Alors moi je vais revenir comme ça. C'est pour ça qu'à la limite les loupes on les met là où on a besoin et on n'en rajoute pas quand il n'y a pas besoin. Genre si je veux faire plus carré sur le côté, donc j'en mets une là. Et CTRL R, j'en mets une autre ici. Et j'obtiens une cuillère qui sera plus carrée. Et si je monte la subdivision, je vais avoir une forme, voilà, cuillère plus design, on va dire. Ok. Si je veux avoir des effets sur le côté, pareil, on fait une loupe ici, j'en mets deux. Tac. Je peux resserrer ça sur les X, puisqu'on est sur des Y, je veux dire. Ici, S, Y. Resserrer ça. Je peux me mettre ici et attraper la patte et faire un R. Non, pas un R, un S. Et rapetisser ça si je veux avoir une légère déformation de ma cuillère. Bon. Donc on travaille comme d'habitude. Bon, on va continuer. Le subsurf, donc on avait la possibilité de visualiser l'objet avec qui colle, d'accord. On peut copier, alors ça c'est souvent, c'est très, toutes ces modifications là, enfin ces petites icônes, on les retrouve sur pratiquement tous les modificateurs. Donc on a le apply qui lui va permettre d'appliquer l'opération. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a, si je passe en mode edit, on voit les faces qu'on a. Si je passe ici en mode objet, oui, c'est vrai. Là, je vois mon objet, je peux l'appliquer qu'en mode objet. Si je fais applique ici, voilà, là j'ai toutes les faces. Si je repasse en mode edit, là je vais voir le maillage réel tel qu'il est une fois le modificateur appliqué. Donc vous voyez, ça, là on a un maillage très dense avec 3 subdivisions. C'est pour ça qu'on se retrouve avec, pourtant il est dense, mais on a... bon, il fait quand même 12 000 faces le truc, hein, non, si, fais voir, tab, 6 000 faces, 6 000 faces pour une cuillère, c'est quand même pas mal. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas monter trop vite, parce que après ça peut faire mal très vite. Donc là je vais faire un CTRL Z,
encore, voilà, il revient là, mon subsurf, donc je vais descendre à 2. Vous voyez, à 2, il n'y a pratiquement plus d'écart entre le 2 et le 3. Par contre, je suis à 1500 faces. Donc même si j'applique ça, que je repasse en edit mode, c'est déjà plus digeste, on va dire. Ça passe. Alors, tab, je repasse là, je refais un CTRL Z pour remettre mon subsurf ici. Et je vais vous montrer un autre... alors bon, je continue quand même. Applique, donc ça permet d'appliquer carrément la subdivision surface, le modificateur. Simple et 4000 Clark. Voilà. Ça c'est important, c'est lié directement à ce modificateur. Il a deux façons de subdiviser les faces. C'est-à-dire que soit il subdivise et il arrondit, comme on voit ici, là, ça fait des arrondis, soit il subdivise et il reste droit, c'est-à-dire qu'il se contente juste de couper les faces en deux. Donc s'il subdivise et qu'il reste droit, ça va faire du carré. Voilà. Sauf que là, on a un maillage quand même qui est aussi dense que en 4000 Clark, mais sauf que c'est pas du tout arrondi. Donc voilà, donc celui-là, il a guère d'intérêt à vrai dire. Donc on reste souvent en 4000 Clark pour arrondir les angles. Après, au niveau de la vue, on a vu le nombre de subdivisions. Et le rendu, ça c'est pareil, c'est quand on fait le rendu en faisant F12 ou en faisant la photo, on a la subdivision qui est plus ou moins pris en compte. Là on est à 2, donc il y en a autant que dans la visualisation ici. Si je descends à 1 sur le rendu, il me fera qu'un rendu en 1. Ça peut être intéressant de le changer quand on a des scènes complexes avec beaucoup d'objets. Et on descend le niveau de rendu, le niveau de subdivision dans le rendu, comme ça c'est un peu moins lourd. Et il n'y a que à la fin où on le remet en position finale, quoi, à fond. Le subdivise UV, ça sera quand on fera des dépliages UV. Il subdivisera aussi, vous verrez ce que c'est. Et l'optimal display, c'est pour avoir une vue améliorée, on va dire. Et d'ailleurs, si on lit, éviter l'affichage rendu des arêtes subdivisées internes. Oui, ça fait pas le rendu à l'intérieur, donc ça accélère un peu l'affichage. Et le Use Open Subdivise, ça c'est une fonctionnalité qui est toute récente, qui sert juste pour améliorer la vue dans notre scène. Et moi je l'ai parce que je l'ai activé, sauf qu'il ne doit pas être bon en mode edit, ouais c'est sûr, c'est en mode... il va servir surtout en mode objet ou en mode sculpte normalement. Même pas cacher cet affichage optimisé, ouais, parce que je suis en mode objet, on va dire. Ça permet d'améliorer l'affichage. Bon, vous voyez, ça améliore tellement bien l'affichage que ça me fait des gros trucs un peu bizarres. Donc enfin, ça joue avec les paramétrages. Bon, on verra ça plus tard, mais ça joue avec le paramétrage. Ouais, moi aussi ça fait bizarre le use open subdivision. Ouais, parce que c'est un truc tout récent et c'est dans le système. C'est ici que ça se passe quand on a, voilà, il faut avoir le CUDA enclenché ou autre. Oui. On a votre carte graphique. Et ici, vous avez, là, je suis en Open Subdivision qui calcule avec le microprocesseur, avec le CPU. Alors, on a plusieurs modes. Ça, c'est avec la toute dernière version qu'on a. C'est une amélioration. Et là, je peux vérifier si je coche ça. Oups, j'aimerais bien revoir ça. CTRL-ALT-U pour afficher mon truc. Et là, j'ai plusieurs modes de calcul. Et le mieux, c'est le GASL Compute. Enfin, c'est un des mieux, quoi. Et ça me fait à peu près la même chose. Transform feedback. J'ai laissé le compute, ça devrait aller pour accélérer la vue, quoi. Image draw puisqu'on est en GLSL. Et là, cette espèce de truc noir que j'ai ici, c'est lié à quoi? Alors après, c'est lié à quoi? C'est quoi qui fait ça? Transforme, ambiance occlusion, c'est pas l'ambiance occlusion, on ne l'a dit pas coché. Ben, c'est peut-être des problèmes de normal que j'ai qui apparaissent. Mais il faudrait voir comment est le maillage à cet endroit-là. Bon, il est serré, mais bon, il n'y a pas de quoi faire un caca. À moins que les faces se croisent. Alors, voyons voir, je vais attraper ça, je vais faire un SX. Pour resserrer, je dois avoir les faces qui se touchent là ou qui sont trop proches. Tab, ouais, ça va mieux là. Ouais, je dois avoir les faces qui se touchent au niveau du maillage. C'est pour ça que ça m'a généré ce noir là. Je vais regarder en mode Z. Alors, bon, non, il n'y avait pas spécialement de face. Hein. SX, je peux augmenter un peu. Comme ça. Je repasse un objet. Z. Ça va mieux. Ouais, c'est parce qu'elle était vraiment trop proche quand j'ai élargi. Donc du coup, ça finit par créer des zones noires au niveau de l'affichage.
contre, je suis pas sûr qu'il y ait des zones noires quand on fait le rendu. Tiens, je vais rajouter l'ambiance occlusion, c'est juste pour moi. Je vais faire un F12. L'ambiance occlusion permet de visualiser les objets même sans aucun éclairage. Parce que l'ambiance occlusion, alors pour aller dans l'ambiance occlusion, je vais vous expliquer ça tout de suite. Il faut aller là-haut, vous voyez, il y a le petit appareil photo, il y a un onglet là, un petit bouton qui parle du monde, c'est le monde celui-là. Et dans le monde, si on coche l'ambiance occlusion, tous les objets vont émettre leur propre lumière. Hein? Ok, tous les objets ils vont encore leur propre lumière, et les zones d'ombre correspondent aux faces qui sont proches les unes des autres. Bon, ça c'est un peu technique, mais si vous ne mettez pas de lumière, que vous cochez l'ambiance occlusion, il va y avoir une lumière générée par l'objet lui-même, quoi. Donc ça c'est pas grave. Donc je reviens à mon bouton ici et je vais l'enlever pour pas être embêté. C'est marrant, carrément, ça change carrément la visu. Ils disent que oui. En plus c'est visible que dans l'objet, dans la vue 3D, puisque là on n'a pas l'effet ici. C'est bien carré alors, au niveau du rendu, alors que en mode visu là c'est formé. Donc pour l'instant je l'enlèverai, on reviendra dessus plus tard pour voir pourquoi ça fait ce genre d'opération. Donc lui on ne coche pas. Après il y a deux autres boutons, ici les petites flèches vers le haut, flèches vers le bas. Enfin, trois autres boutons. Celui-là, la croix, bon c'est bon pour fermer, d'accord. Quand je clique dessus ça ferme l'objet, sans l'appliquer. Et les deux autres boutons c'est pour monter ou descendre l'ordre de priorité, enfin l'ordre d'exécution des modificateurs. Parce que je peux évidemment en avoir plusieurs. Genre, je vais vous expliquer, je peux mettre un simple déforme par exemple, en vue de dessus. Je vais mettre en vue de dessus, et je vais mettre un simple déforme, un taper, voilà, et j'augmente le taper, par exemple. Ça a pour effet de transformer tout, bon on regardera comment c'est fait. Mais bon, toujours est-il que là, j'ai d'abord la subdivision surface qui se fait, et après j'ai le taper qui est fait. Si je veux faire l'inverse, eh ben je monte avec la flèche, je clique un coup dessus, j'ai le simple déforme qui est fait, et le taper et le subsurf après. D'accord? Ça inverse l'ordre d'exécution. Et comme quand on veut les appliquer, ben, il faut les appliquer de haut en bas, du haut vers le bas, d'abord le subsurf, après le simple. L'ordre est important aussi dans le truc. Bon, ça, je supprime le simple déforme pour l'instant. Alors bon, pour l'instant, on en est là. On va rester sur le mode edit avec le subdivision surface. Et quelle autre fonctionnalité je vais vous montrer? Hein, on a perdu Barry. Alors de quel autre monstre je vais montrer? Alors je montre quoi là, à votre avis? Qu'est-ce qui va bien dans ce genre d'opération? Qu'est-ce qui nous manque là maintenant? Ça permet d'arrondir, donc c'est très bien. Il nous manque quoi d'autre? Moi je dirais les coutures, mais il faudrait peut-être d'abord finir avant la forme, je sais pas, l'étirement peut-être. L'étirement de quoi? Non, parce que là, la cuillère tu l'as fini en fait. Moi, je peux dire qu'elle est finie. Après, c'est que Bah, du voilà, mouvement. bah, Hein. je pense que les coutures, non. Faire la couture. Mais est-ce qu'en Je sais objet, pas. ben, les coutures, c'est après peut-être plus, c'est un cours plus loin, quoi. On va continuer quand même au Ouais. niveau de ce genre de truc. On a vu ça, le duplicate, le spin, ça on verra plus tard. Ben, c'est vrai qu'en fait, compte au niveau travail, on a, oui, si, on a vu qu'avec les loupes, on pouvait durcir les angles. On peut aussi parfois vouloir avoir des zones dures d'un côté et arrondies de l'autre. J'explique. Par exemple ici, si je veux faire une zone avec des loupes, alors, je vais mettre comme ça, je vais faire un CTRL R, un CTRL R j'ai dit, et je vais en mettre 3, voilà, comme ça. Là je vais les élargir en Y, SY, je durcis là, et je réduis, je vais faire un S pour rapetisser comme ça, voilà, et je vais faire SY, voilà, je fais un truc comme ça, et je veux que
ici, la descente, elle soit arrondie comme ça, et ici, je veux qu'elle soit beaucoup plus dure. C'est-à-dire que là, je pourrais attraper cette loupe-là, et la durcir comme ça, mais voilà, on va voir le problème. C'est qu'au bout d'un moment, ici, je me retrouve avec des zones, avec des ombrages un peu bizarres, pas forcément super nets ici. Et même si je rajoute une loupe ici encore, ici, et je ramène, là je suis obligé de la ramener un petit peu en arrière, j'arrive jamais vraiment à avoir un angle droit ici, quoi. Donc c'est un petit peu embêtant, et moi ça m'arrange pas. Et là il y a une fonction qui permet de régler ça, dans le subdivision surface. C'est ici que ça se passe. Alors, il y en a beaucoup qui vont pas trop s'en servir de celle-là, mais il faut savoir que ça ici, on a le min crease. Le min crease, ça va être le facteur d'arrondissement que donne notre subdivision de surface. C'est-à-dire si je sélectionne la loupe là, juste cette loupe là, et que j'augmente ici le min crease, ben, ça va durcir le... Alors je vais vous montrer sur un autre exemple, parce que je le laisse à 0, parce que là on va pas trop bien voir. Voilà. Je vais vous le montrer sur un coin ici. Et je vais me remettre ici, comme ça, là dans le bout. Voilà. On va bien le voir. Je vais prendre la face, l'arrière, cette face-là, et celle-là, l'arrière. Moi, si je veux, et je regarde ici, voilà. Maintenant, si j'augmente le min crease que sur cette partie-là, donc j'ai sélectionné la partie, et j'augmente. Regardez comment ça se comporte. Si je pousse à fond, ma subdivision va coller à la face. Si je veux faire tout l'arrière qui colle à la face, je prends la partie arrière aussi, qui a un min crease à 0,33, et je monte. Si je le mets à 1, je colle carrément au bord. Si je passe mon dossier, on voit ici, j'ai des bords qui sont durcis, et qui sont collés à ma face, quoi. C'est-à-dire que le subdivision surface, là, il a plus arrondi du tout, parce que j'ai poussé avec le min crease. Alors ça, c'est une façon de faire qui peut dépanner dans certains cas. C'est assez intéressant parce qu'on n'a rien rajouté comme loupe. Après, il y a CTRL Z, Tab, CTRL Z. Je vais enlever le min crease que j'ai fait. Il y a une autre façon, vous allez me dire, ouais, mais on peut très bien durcir en faisant une loupe ou en dupliquant la face ici. C'est-à-dire, je peux faire un extrude, un tout petit extrude, et je bouge ici. Mais je suis toujours quand même un tout petit peu arrondi, même si je ramène ma face pile. On est toujours un petit peu arrondi. Enfin, ça colle, mais bon, on a toujours aussi ces espèces d'artefacts de lumière là qui causent des problèmes. En fait, compte, c'est pas que c'est arrondi, c'est qu'on a les lumières là, même si je suis parfaitement superposé, ça plaque, c'est censé plaquer. Donc si je fais un tab, vous voyez, je plaque bien, mais j'ai toujours ces petites bordures qui sont pas belles et qui vont causer des soucis. Même là ici, c'est pas top. Alors là, on peut rajouter un modificateur qui travaille avec le subsurf. C'est le Edge Split. Alors le Edge Split, quand je l'enclenche, il fait un truc, c'est qu'il va me dire que les angles vont être durs à partir d'un certain niveau d'angle. Par exemple, tout ce qui est au-dessus de 30 degrés, eh ben, ça va rester smooth. Et là, si je monte, ben, on va descendre à 0. Voilà. Quand je suis à 0, tout ce qui est au-dessus de 0 va être considéré comme des faces flat. Vous voyez, avec le shading flat. Donc ça me fait des faces carrées. Des faces avec on voit les petites facettes. Et quand je monte, là, si je monte là, dès que je dépasse l'angle qui est fait, eh ben, la face, elle devient smoothée au niveau de l'ombrage. Donc ça fait que la plupart des faces vont être smoothées, sauf là où j'ai tiré droit et je dépasse les 30. Si je monte plus haut que 30, voilà, dès que je dépasse les 40 degrés, on va dire, ben là, par exemple, là j'ai du 90 degrés au niveau du virage, ça me fait une bordure nette. Et tout le reste, voilà. Il faut dépasser les 40 degrés pour avoir une bordure qui devient nette, franche. Donc là, on peut voir le réglage qu'on obtient. Et ici, du coup, sur le côté, là, on obtient la bordure plus nette ici. Et là, si je veux durcir ici, là, pour le coup, je peux rajouter une loupe. CTRL R. Voilà, et là, je vais pouvoir le rendre beaucoup plus net. Ici, là, c'est bon. Alors que si j'ai pas ça, vous voyez, on a toujours des petits parasites de lumière qui viennent interférer. Donc c'est pas propre. Alors vous pouvez rajouter ici un edge split pour durcir.
L'Edge Split, il travaille avec les angles, et il travaille aussi avec le... Là, par exemple, c'est juste les Edge Angles qui sont pris en compte, et il travaille aussi en marquant les... alors, c'est-à-dire que là, sur tout le maillage, ceux-là aussi, ils sont marqués, ils sont durcis, ici, d'accord. Mais moi, si je veux aussi, pas durcir ici, par contre durcir ici, et ben là, je peux très bien marquer l'angle, ici. Il faudrait que je fasse le tour en loop. Voilà, j'ai fait le loop. Et je le marque en tant qu'angle dur. Bon, c'est un peu compliqué, regardez pas trop ça, mais je vous le montre. Normalement, on fait CTRL E, et on va marquer ici, marque Passim et marque Sharp. Ici, c'est-à-dire que là, il est marqué bleu, là. C'est-à-dire que c'est marqué comme un angle dur, et le Edge Split, il va être durci que sur ces faces-là. Que si je Ah, ça c'est cool, ça c'est bon à savoir. ouais. C'est-à-dire que l'Edge Split, on peut définir Ouais. sa zone. Là, je sélectionne ces trois faces-là, je fais CTRL E, marque Sharp, voilà, toutes ces faces-là sont prises. Je lui dis qu'il agisse que sur le Sharp Edge, et du coup, il va agir que sur cette partie-là. Bon, là, on ne le voit pas parce qu'il y a le reste, j'ai fait un CTRL+. Comme ça, voilà, j'étends la bordure à toute la sélection, et je vais marquer, en fait, quand il aurait fallu que je marque tout, enfin bon, CTRL E, marque Sharp, voilà, je marque tout ça, et là, normalement, il agit que sur cette partie-là. On le voit même en mode Edit. Si je décoche, voilà, on voit la différence là, on le voit bien ici parce que là, cette bordure-là était marquée en dur aussi. Donc en fait, quand il ne faut pas la marquer en dur, celle-là. Ces morceaux-là, là, ils n'ont pas besoin d'être marqués en dur. En mode objet, vous voyez, ils sont marqués là. On voit la bordure marquée. Si je l'enlève, c'est lisse, et là, c'est marqué. Voilà. Alors que l'autre, voilà, je laisse marquer, alors que là-bas, c'est resté arrondi. C'est resté smoothé. Donc on peut définir cette partie, la possibilité de durcir juste certains coins au niveau des éclairages quand vous avez les ennuis. Pensez-y, alors le Edge Split permet de faire des trucs assez sympas pour tout ce qui est ce genre de forme, quoi. Quand vous tranchez, que vous avez un peu des ombrages qui gênent, ben vous enclenchez ça, vous laissez le Edge Angle, et puis là du coup tout ce qui dépasse les 90 degrés vont se durcir. Donc ça travaille avec le Subsurf, les deux travaillent ensemble. Après, en dehors de ça, on pourrait regarder quoi d'autre au niveau des outils de dépliage, enfin pas de dépliage, des outils de modélisation, on va dire. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Elle est terrible, ma cuillère. Fait peur, hein. Je suis sûr qu'elle ferait peur aux petits enfants. Alors, de quoi on pourrait parler? Marion, je vais juste regarder outils. Ah, je vois pas ton écran. Jérémy, je vois pas non plus. Acetyl, bon là je vois, tu as fait ton truc. Donc ça va. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut regarder avec les fourchettes par exemple. On peut se faire une fourchette en vitesse. Mais la fourchette, ce sera le même principe, hein. On démarre. Alors, je prends mon cube là. Je vais le déplacer. Je vais faire un Shift C. Je vais mettre en vue dessus. Je vais rajouter un cube. Shift A. Un cube. Alors c'est le même principe. Sauf qu'on va... je pourrais même pas m'embêter. Faire un tab. Je supprime ça. Je sélectionne ma cuillère. Je fais un Shift D. Je reviens en X ici. Hop. Et je vais passer en mode Edit. Je vais supprimer toute cette partie-là qui garde la cuillère et on va partir de là pour faire des dents. Voir si on arrive à le faire du moins. Alors pourquoi j'ai plein de petites facettes comme ça? Alors déjà, je vais supprimer le Edge Split et ça va nous simplifier la vie au niveau du rendu. Voilà. Donc on a la réponse. Et là, je vais tout sélectionner. Et je vais enlever le marque Sharp que j'avais mis tout à l'heure. CTRL E. Et pour l'enlever, on fait Clear Sharp. D'accord? Alors ça, on les a aussi normalement. C'est dans Shading. Voilà. Dans Shading UV, c'est au niveau des ombrages. Vous avez marque Sim, Clear Sim. Et le Sharp, c'est pas ici. Ça doit y être là. Smooth, non. Ils ne nous le mettent pas là. Non, ils ne nous le mettent pas. Donc le marque Sharp, il n'est pas trop utilisé. D'accord. Donc je vais me mettre en mode Z. Je fais un A. Et je vais supprimer tout ce qui ne m'intéresse pas de ma cuillère. C'est-à-dire ça. Je fais un X. Alors voilà. Là, je veux supprimer
une grosse partie. Donc je sélectionne en mode Z pour voir au travers. Et je supprime toute la partie cuir en fin de compte. Hein, je vais me mettre en mode sélection par face ici, de façon à ne pas supprimer n'importe quoi. Donc comme ça au moins j'ai que les faces. Je fais un X pour supprimer. Et là il me propose plusieurs solutions. Soit je supprime que les vertices, soit que les edges, soit que les faces. Ou alors il y a d'autres options, seulement les edges et les faces. Bon, après on peut dissolver. Alors le dissolve en fait compte d'une face, enfin de plusieurs faces, il en fait qu'une par exemple. Mais pour l'instant on va faire face pour supprimer mes faces. Et je sors du mode Z pour regarder ça plus près. Voilà, on vient de voir comment on supprime une face, c'est très bien. Et maintenant je vais en recréer des faces. Puisque là je n'ai plus que des... j'ai un gros trou qui est devant là. Donc pour sélectionner, pour faire une face, il suffit de sélectionner les 4 points, les 4 vertices qui font la face, parce qu'on reste dans quoi de nous. Donc je vais mettre, pour le coup je vais redescendre dans mes niveaux de subdivision pour y voir clair. Et là j'ai sélectionné ce vertice là, celui-là, celui-là et celui-là, et je fais F. F comme face, et ça me génère une face. D'accord. Et pareil, là je peux sélectionner pareil de l'autre côté, celui-là, 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 celui-là. Je fais un F. Et après je peux prendre celui-là, 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 et je fais un F. Ça j'ai refermé l'arrière. Vous voyez, pour faire des faces comme on fait. Et là le but du jeu ça va être de générer assez de faces pour que je puisse extruder pour faire une fourchette de ce paquet de faces que j'ai. D'accord. Alors comment je vais faire pour faire ça sans... On va essayer de faire ça sans rajouter des loops à mort, parce que si je mets des loops, je vais me retrouver avec les loops qui vont être tout le long. Si je fais une loop là, par exemple, CTRL R, je la rajoute là, ça va me faire des loops. Remarque, je peux le faire, hein, puisque là j'en ai déjà une. Ça dépend combien de dents je vais mettre. Sauf que ça va courir tout le long. Hein, c'est-à-dire que je vais multiplier les faces. Échappe, CTRL Z. C'est-à-dire que si je fais des loops, là je vais multiplier les faces tout le long, sur toute la longueur. Hein, donc c'est pas forcément ce que je veux. Si je veux toucher que là, ben là pour le coup je vais pas utiliser le subdivision, je vais faire le inset, le i. Parce que le i, si je prends une face ici, que je fais un i et je réduis, ben je me retrouve avec 1, 2, 3 faces. Au lieu d'en avoir qu'une en fait, pour moi. J'en ai 1, 2, 3. D'accord, ça peut être pas mal. Une là, une là, une là. Et puis là pareil, je peux m'amuser à faire pareil ici. Alors donc ce que je vais faire, c'est que je vais équilibrer tout ce qui est devant, là, CTRL Z. Déjà, alors je vais attraper ça et je vais faire un S sur les X, de façon à équilibrer le maillage pour qu'on ait des faces à peu près de la même taille. Ouais, si j'y arrive. Voilà. Il n'est pas bien centré mon truc en plus. Ah oui, c'est parce que j'ai tout bougé. Alors, je vais faire un A. Je vais passer en mode objet. L'origine elle est centrée, donc je vais faire Alt G pour recentrer mon objet sur le point au centre. Et je repasse en mode... Alors Alt G, vous en souvenez, on en a parlé. Et là, je vais prendre ma face là. Et normalement, elle devrait être au centre, cette face-là. Fais voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Donc c'est lui qui est pas bien au centre. Donc on va remettre ma face bien au centre. Ici, voilà. Et là, je dois être à peu près S, X. Un petit peu comme ça. Voilà, on va dire ça. Alors le plus simple, c'est de balancer des coups de CTRL R, hein, c'est clair. Mais là, on va essayer de faire comme je dis. Essayer de faire ça. Et de faire un I. Et de réduire comme ça à combien je vois en bas. Je suis à combien? Si je regarde en bas de ma fenêtre, je vois que je descends à 0,13. 0.15. Allez hop. Et là, pareil. I 0.15. Et là, alors, I 0.15. Bon, je crois que je me casse la tête pour rien. I 0.15, entrée. Et là, je me retrouve avec plein de faces. Et est-ce que je vais pouvoir prendre tout ça? Ça va être chaud quand même. Ça va pas être top. Hein. Ça va pas être top de faire comme ça. Ça va pas être top parce que là, je vais générer plein de faces qui vont être pas forcément super bien, mais on va voir.
Alors on va faire ça et je vais faire un E pour tout extruder comme ça déjà. Et après on va réduire pour tout mettre au même niveau les hauts là. Donc tous ces points ici, cela, ici, 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 ici. C'est une manip un peu compliquée pour des débutants, j'avoue, mais c'est pour vous faire manipuler. Tous ces points là, si je veux les mettre au même niveau, hein, eh ben c'est sur les Z, sur l'axe des Z, la hauteur. Hein. Et là je fais un S, donc je fais S, et voilà. Si je fais un S, ça agrandit et ça diminue dans toutes les directions. Par contre, je vais me mettre bien en face pour que vous voyez. Si je fais un S, vous voyez, ça agrandit, ça diminue dans toutes les directions. Par contre, si je verrouille sur les Z, j'appuie sur Z, et là, la variation va se faire que dans un seul axe, dans l'axe des Z. Et si je fais 0, en disant que l'écart en Z entre les points est à 0, ils vont tous se retrouver alignés à 0. D'accord? C'est pas mal, donc je sélectionne tous mes points, tous mes vertices, pour parler... Alors là, je peux faire le chemin avec CTRL. Hein. J'appuie sur CTRL, il va courir tout seul, d'un point à l'autre. Le CTRL, il prend le chemin le plus court entre deux clics. Hein. Et là, pareil, S, Z, 0. Et ça a pour effet de m'aligner tous les points. Évidemment, les autres, ils sont tirés entre-temps. C'est pour ça que, comme je ne voulais pas bouger la surface du haut, j'ai extrudé un peu pour que ça descende ici. D'accord? Et donc là, on a des... alors maintenant, je peux sélectionner le bas et le haut. Est-ce que je peux faire un contrôle? Voilà. Alors, CTRL Z. Celui-là, je fais Shift, celui-là, et CTRL celui du bout. Ah, il est passé par ailleurs. CTRL Z. Et bon, on va tous les prendre. J'aurais pu prendre les faces directement. Voilà, et je vais réduire ça en épaisseur maintenant avec un S, Z. Voilà, de façon à ce que ça soit pas trop large non plus. Bon, un peu bizarre, vous allez me dire, ma fourchette, mais c'est juste pour travailler ces histoires de face. Histoire de... D'accord? Je me remets bien en vue de face, et je vais réduire un peu celle du centre, là, qui est un peu trop large par rapport aux autres. SX, voilà, on va équilibrer ça. C'est pas top, mais bon, on dirait que ça va. Et maintenant, je vais faire un extrude. Ouais, ils sont pas tous pareils. Hein. Bon, l'idéal, c'est de le faire bien, de façon à ce que tout soit pareil. Alors, on peut faire glisser faire des SX un peu pour équilibrer là, et faire glisser les faces. Mais bon, grosso modo, vous voyez, je gère quand même le truc là. Surtout qu'on n'oublie pas qu'on est en mode subdivision, et que, alors avec deux subdivisions, là on a un carré. Une subdivision, ça va faire un octogonal, et deux subdivisions, on va avoir carrément un cercle, quoi. Un carré avec deux subdivisions, ça fait un cercle. Et là, pour faire les dents, eh ben, je vais extruder, je vais en extruder peut-être une sur deux. Si j'en prends qu'une sur deux, ça suffira. Hein. Voilà. Une sur deux pour faire les dents de la fourchette. Et je vais les extruder directement. Faire un E. Et là, je sors le râteau de ma fourchette. D'accord. Et même... Ouais. Et même... Je vais aller un peu moins loin. Je vais refaire un extrude. Comme ça, pour pouvoir changer un peu la hauteur. Comme ça, de ma fourchette. D'accord. C'est les fourchettes modernes, je vous rappelle. Hein. Bon, là, c'est un balai, mais si je remonte maintenant en subdivision, 1, 2, je retrouve quand même que ça commence à devenir sympa. Finalement, c'est pas mal. Finalement, c'est pas mal parce qu'on a évité de générer plein de loops pour générer ces dents. Tac, 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 tac. On aurait eu tout le long, on aurait multiplié les faces tout le long. Donc là, c'est juste pour que vous voyez un peu la façon d'essayer de chercher à économiser un peu des faces. Et là, une autre chose que je vais vous montrer, c'est la façon de réduire toutes les dents là, toutes les pointes, facilement et ensemble. Donc là, ça va être le dernier truc dont je vais vous parler aujourd'hui. Hein. Subdiviser. Ouais, là j'ai subdivisé là. Une seule. Tu me dis pourquoi tu me disais ça,
Marion? Subdivise. Je peux parler, hein, c'est pas... je comprenne. Alors, c'était par rapport à tout à l'heure, d'accord. Ouais, parce que je lis pas tout le temps, moi, Après, on va voir les questions, on va essayer d'avancer. C'est pour ça que je vous le fais. Là, par exemple, vous voyez, j'ai plein de faces. Ce serait intéressant. Alors bon, je peux déjà, vu qu'elles sont toutes sélectionnées, je peux déjà les bouger ensemble, etc. Bon, ça c'est une chose, si je veux redonner une courbe. Maintenant, je peux aussi leur faire une rotation. Je me mets bien dans la vue de côté, pour pas être embêté. Je fais une rotation, comme ça, et on peut choisir plus ou moins pointu, en changeant l'angle de rotation un peu là. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est là elles sont pointues dans un sens et dans l'autre. Je pourrais aussi vouloir rétrécir les faces pour les rendre vraiment plus pointues. Mais une par une, on peut le faire une par une en retenant les valeurs et en les appliquant à chaque fois. Mais il y a une façon plus simple, c'est d'utiliser ici, en bas, un truc qu'on n'a pas encore vu. C'est dans le point de pivot, ici. Alors vous regardez ça, c'est le petit point de pivot qui est juste là. Là, regardez un peu ce que je fais, vous verrez. Le point de pivot ici, vous avez plusieurs points de pivot. Le point de pivot sur la bounding box qui va représenter la boîte de de l'objet. C'est l'objet qui va être... Bon, là on a le point de pivot sur le 3D curseur. Alors il se présente comment le point de pivot sur le 3D curseur? Bon là je vais laisser, on voit la sélection, c'est le bout des pointes qui sont sélectionnées. Je vais mettre en vue de côté. Si je mets mon curseur 3D, il est là. Si je fais une rotation, si je fais un R, vous voyez, c'est lui qui est le centre de la rotation. D'accord. Maintenant, si je mets mon curseur ici, ça va tourner autour d'un cercle qui est là, qui correspond à ce qui est sélectionné, avec un rayon entre la sélection et le point de pivot. Là, je fais R, et on voit la rotation, elle se fait autour du cercle. D'accord. Clic droit. Si je le mets ici, c'est pareil, R, la rotation va se faire autour du cercle. Alors c'est très pratique pour faire des rotations, mais c'est pratique aussi pour faire des scales. C'est-à-dire que là, ça va faire le scale entre ce point-là et lui, dans cette direction-là. Si je fais un S, vous voyez, ça s'éloigne de ce point de pivot. Si je mets mon point de pivot ici, en cliquant gauche ici, le S il va se faire dans l'autre sens. S, hop là, c'est pas lui qui est sélectionné. CTRL Z, voilà. Alors S, voilà, il s'éloigne du point de pivot. D'accord. Alors quand vous changez le point de pivot, n'oubliez pas d'éloigner votre souris avant de cliquer sur le S ou la rotation, sinon ça va très très vite, comme là. Donc on définit aussi la direction du scale, etc. Ce qui peut être sympa quand on a une tour, imaginez vous avez un immeuble, vous voulez l'agrandir mais qu'en hauteur, vous mettez le point de pivot à la base de la tour, et là vous pouvez faire le S et ça va agrandir que vers le haut et pas vers le bas, vu que vous avez mis le point de pivot pile poil à la base. S'il est au centre, d'habitude il est au centre le point de pivot, donc du coup, si vous avez un immeuble, vous l'agrandissez en hauteur et vers le bas en même temps. Donc c'est pratique de mettre le point de pivot en bas. Donc là on a le point de pivot, et on a le médian point, c'est le point milieu de la sélection. Là on voit le curseur 3D, enfin le manipulateur qui s'est positionné sur le centre de la sélection. Donc c'est ce qu'on a par défaut. Il y a l'active élément, ça se positionne sur l'élément actif. Donc là en l'occurrence c'est la dernière face qui a été sélectionnée. On la voit ici. C'est celle-là. Et la face active, on la voit parce qu'elle n'a pas la même couleur que les autres. Elle est plus grise là. Et pour rendre une face active, il suffit de la sélectionner, la désélectionner, c'est la dernière. Donc par exemple, je désélectionne toujours avec le Shift enfoncé, puisque je ne veux pas effacer. Je désélectionne ma face, je la resélectionne, c'est elle qui est active. Donc là, si on se met le point de pivot sur l'active, le point de pivot va être la face qui est active. Et une autre chose, c'est l'individuel origine, qui va faire que chaque face, le point de pivot va se faire sur chaque face, et chaque face va tourner par rapport à son propre point de pivot d'origine, individuel. Donc qui est le médian point d'elle-même, de sa face. Et là, si je fais une rotation, R, chaque face tourne par rapport à son propre point de pivot. Et ça, c'est assez intéressant, parce qu'autant ça marche sur le R, autant ça marche aussi avec le scale, le S. Sur le S. Donc là, on peut resserrer tout le monde en même temps. Et ça devient sympathique. D'accord. Ces histoires de points de pivot, c'est quand même bien. L'individuel origine, très bien. On s'en sert souvent. Donc ça a repéré où c'est positionné. Et le 3D curseur, on s'en sert aussi pas mal.
pour, euh, pour faire plein de choses, quoi. Le 3D curseur pour les rotations, etc. Ça, vous avez besoin d'en servir. Le média en point, c'est celui Pour qu'on a. l'immeuble aussi, c'était pas mal. Pour l'immeuble, ouais, c'est intéressant. Bah, je peux vous le montrer vite Ouais, fait, c'est hein. un bon exemple, je trouve. Je peux vous montrer vite fait. Je me mets en mode objet, je vais recréer un cube n'importe où ici. Shift A, Mesh cube. Voilà. Vous voyez, là, si je Parce suis. que les gens, ils font beaucoup de maisons et Ouais. Bah, oui, si je suis là, que je fais un scale, je fais un S, SZ, ça agrandit le haut et le bas en même temps. Donc en général, quand on ne connaît pas le truc, ouais. eh ben, on agrandit le haut et le bas en même temps, et après vous prenez votre truc et vous le montez. Faites grosso modo ça, en mode edit je parle, hein. Là je suis en mode objet, il ne vaut mieux pas travailler comme ça en mode objet, il vaut mieux passer tout de suite en mode edit. Je vais le faire comme ça, CTRL Z, et même la taille, là, dès que je sors mon cube, hop, je fais tab. Et là, je fais un bon, SZ, je monte, et après, je fais grimper mon truc pour la mettre bien sur le rouge, en bas. Bon, ça c'est une chose. CTRL Z, CTRL Z. Vous avez vu les opérations que j'ai fait, et encore, je n'étais pas précis. Là, j'ai mon point de pivot qui est au centre. Déjà, d'office, il est là, mon point de pivot. Il est positionné là, il est très bien. Et bon, après, on verra comment mettre le point de pivot au centre s'il n'y est pas. Donc, mon point de pivot est au centre. Donc là, je fais quoi? Je peux monter directement l'objet en l'attrapant. Je mets comme ça, pile au centre. Puis ici. Voilà. Et puis là, c'est dur à régler quand même. Et après, je peux faire, en me mettant ici, en 3D curseur. Vous voyez, le curseur, le manipulateur se met là. Et là, je fais le SZ. Et vous voyez, ça agrandit bien que vers le haut. Mais comme j'étais pas super précis, eh ben, même si j'agrandis beaucoup, on voit que je finis par avoir un petit décalage vers le bas. Parce que je ne l'ai pas calé super précisément, mon objet. Donc là, mais quand même, c'est mieux Et que... pour le cahier super précis, Eh ben ouais, c'est ça que je vais c'est montrer. 1.000. Non, non, pour le caler super précis, eh ben, Non. je vais faire une chose, c'est que je 1 vais... CTRL S. Non, non, je vais mettre mon curseur sur la face du bas. C'est-à-dire que là, je vais ici, je Ok. sélectionne que cette face-là, et je dis, je fais Shift S, le raccourci, hein, et je fais curseur to Oui. sélection. Là. Ok. Et mon curseur, il vient se coller sur la face. Là, je reviens en mode face. Et là, du coup, je sais qu'il est pile poil collé dessus. Donc là, je peux tout sélectionner maintenant. Et là, je fais un S, Z avec le point de pivot. Et puis là, je peux y aller. Là, je suis à x15, soit 20. Ouais, De ça toute bouge pas. façon, mon curseur, il est sur la face Ouais. du bas. Donc là, ça bouge pas. Donc le truc, clic droit, le truc, c'est de sélectionner. Alors, si vous avez une face, ben, vous mettez face. Sinon, vous pouvez très bien prendre un point de pivot par rapport à juste un... Genre, je Un sélectionne tout. vertice. Je me mets en vue de face pour essayer de rester en vue de face. Je fais une rotation comme ça, et tu vas me dire, ouais, si tu as une face, si tu as un objet qui est positionné comme ça, avec une face qui est pas droite, qui fait genre un truc comme ça, vas-y, positionner ton centre de ta face pour que ça parte bien. Et moi, je veux que ça monte, mais juste par rapport à un angle, par rapport à lui, le bas, parce que j'ai un plan ici. Ben, je sélectionne juste un vertice si je veux. Et puis, je fais Shift S, et je fais curseur to sélection. Et là, après, je peux faire bouger que lui, faire un S, Z, et du coup, lui, il va bouger que par rapport à ma Il y sélection. a que lui qui comptera. Et si je veux l'aligner sur mon curseur, je fais SZ 0, j'appuie sur 0, et il va se mettre à la même hauteur que mon curseur. Donc, il se met à la même hauteur que le point que j'ai sélectionné, évidemment. Mais bon, ça encore, j'aurais pu faire un SZ0 en sélectionnant les deux points tout court. Mais là, tu fais un SZ. C'est bien pratique, en tout cas, quand on a ce genre de configuration, voilà, un cube qu'on veut faire agrandir. Et on veut que ça agrandisse qu'à partir du bas. Bon, bah là, si la face est plate, bah vous sélectionnez la face. Ou un curseur, un point qui est sur les deux. Hein. Même si je reste en vue de face comme ça, je suis en mode vertice. La sélection, en sélectionne ce curseur-là, je fais Shift S, curseur to select. Voilà. Bah là, si je prends tout A, vu que c'est la base, ça sera la même. Si je fais un S dans les Z, j'envoie vers le haut. Maintenant, si je fais un S tout court, ça agrandit et ça diminue par rapport à ce point-là. C'est lui le point d'agrandissement. À 0, ça devient tout petit et il va vers là. Si je me mets sur ce vertice-là, Shift S, curseur to select, je resélectionne tout, je fais un S, ça va de l'autre côté maintenant. C'est lui le point vers lequel on s'agrandit. Parce que si je fais S0, ben, tout se concentre sur le même point, quoi. Parce que j'ai tout sélectionné.
Donc ça c'est intéressant pour, si je veux envoyer sur les Z, ben, je peux agrandir que sur les Z. D'accord. Et pareil, si je veux mettre sur les X, là, ben, ça agrandit vers les X. Puis les Y, on verra pas parce qu'on a vu de face. D'accord. Donc ça c'est très intéressant de savoir travailler avec ça. Le point de pivot, ici, curseur 3D, et aller positionner son curseur comme il faut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Individuel origine, ben, on a vu, hein, pouvoir faire changer les faces individuellement, quelle que soit leur position. Là c'était assez intéressant, c'est impressionnant sur une sphère aussi, hein, quand on en a plein, là il y en a 6 donc c'est rien. Mais si vous avez une sphère avec plein de faces, ben, vous êtes content de pouvoir les faire tourner comme ça aussi. Voilà pour cette histoire. Je pense déjà que ça sera pas mal là, au niveau travail. Là vous avez déjà de quoi faire. Donc il faudrait faire un peu la table. Il faudrait faire une cuillère, une fourchette, un couteau pour la semaine prochaine. Couvert, cuillère, fourchette, couteau. Et puis la semaine prochaine, et puis l'assiette si vous voulez faire l'assiette. La semaine prochaine on fera le verre et puis un peu des assiette, fourchette, couteau. Et la semaine prochaine on fera le verre, la carafe, les trucs comme ça, les carafes, les verres, un pot de fleurs s'il faut. On avancera comme ça. Parce que là on a vu donc, pour résumer, on est allé voir juste le subdivision surface et le edge split. La semaine prochaine on regardera les miroirs. On regardera là la troisième. Il y a encore autre chose que je vais vous montrer quand même quand on est en mode objet, qu'on fait pour faire les meubles, qu'on reste en carré comme ça, hein, et vous n'utilisez pas la subdivision sur un meuble parce que de toute façon la plupart du meuble, le plus gros du meuble est carré. Ouais, c'est carré. Hein, ouais. Une table, comme on avait vu, la table, etc. C'est qu'on voudrait avoir des bords arrondis aussi. Alors les bords arrondis, par exemple, pour un carré, alors on pourrait faire des loupes et jouer sur la position pour faire des arrondissements. Mais là, on s'embête pas, on sélectionne carrément le... Alors je vais faire une loupe par exemple, CTRL R. Ici je vais en faire 2, 3, comme ça. Voilà. Là je vais sélectionner les faces, cette loupe là et celle-là par exemple. Je veux arrondir que cette... même je vais arrondir que cette face, que cette loupe, cet angle là, je veux l'arrondir. Ben, il y a une possibilité de l'arrondir, je ne sais pas s'il est là. Le spin, bisect, knife prochaine, non il est même pas. Je le vois pas. Alors c'est le CTRL B qui fait du bevel. CTRL B, je fais CTRL B un coup et je tire ma souris. Alors là on voit ça me fait juste un angle comme ça, il arrête. Hein. Et là j'utilise la roulette de la souris, c'est en deux temps aussi, un peu comme le CTRL R. Et sans modifier. Sans modifier. Là, et là je mets des coups de roulette c'est bien ça. qui augmentent le nombre de segments, de loupes qui vont faire l'arrondi. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'ici, là, J'ai vu là vous avez généré un méchant hangone sur le côté. une vidéo comme ça sous Maya justement. Là vous avez généré un gros hangone ici. C'est-à-dire que là, fini les loupes, elles vont s'arrêter là si vous faites des loupes. Hein. Donc le CTRL B à utiliser avec parcimonie, ou alors vous faites sur le tour complet. Ça peut être intéressant. Et ça gère pas mal. Alors si vous décidez de le faire sur les 4 faces du haut, faites les 4 faces en même temps à la limite, parce que là vous allez avoir du mal. Ou alors il faut sélectionner toutes les faces qui partaient de là jusque là. Toutes celles qui étaient d'origine, quoi. Là si je refais CTRL B et je tire, vous voyez, ça me fait un truc un peu caca là. Même si je rajoute un peu des trucs, c'est pas très joli. Maintenant si je sais que je veux faire les 4 faces arrondies, je les sélectionne les 4 avant de le faire. Enfin les 4 edges. Comme ça. Donc toute la face. Là je fais un CTRL B. Et là il calcule au mieux. Et vous mettez la roulette et vous changez. D'accord. Alors une fois que vous avez l'angle qui va au bien, vous pouvez valider, mais vous pouvez toujours changer après. On voit encore ici, comme on avait vu avec le CTRL R, c'est qu'on peut changer ici encore les valeurs après. D'accord. Ajuster. Donc ajuster vos valeurs. Genre même les noter, mettre 0.3 par exemple. Comme ça vous ferez la même chose en bas. 0.3. Le nombre de segments que vous pouvez augmenter ou diminuer, pareil, encore après coup. Là c'est le profil. Là le profil c'est... je sais pas si je vous en parlais. Ouais, de toute façon c'est pareil, le profil ça va être plus ou moins... J'arrive pas à le changer là. Voilà. On voit l'angle qui fait, vous voyez, ça part plus raide et après ça smooth.
C'est-à-dire il va tenir compte, mais il va partir de plus loin. À 1, c'est carrément carré. Vous voyez, ça vous fait juste des subdivisions. C'est comme si on avait de la subdivision surface en plus le subsurf. Et que là, on a mis le subsurf à 0. Et là, quand je mets, plus je descends, plus ça va être arrondi, en fin de compte. Et voire même en négatif. Et là, on doit pouvoir régler loop cycle. Pourquoi j'ai pas le... On dirait qu'il me manque un paramètre là. Ben non, on l'a pas. Donc vous voyez, le profil, on peut se mettre. Si je me mets à -1, ça passe pas. C'est 0 le plus petit. Alors échappe. Je reviens, je suis en mode face. Je me suis mis en mode caméra, ça va pas. Donc voilà. Donc là, avec le CTRL B, je vais essayer de redescendre les écritures. Alors le 0,15 c'est le plus petit en profil. Et vous voyez, ça fait quelque chose de négatif au niveau de l'arrondi. Et tout ce qui est en dessous de 0,5 de toute façon. À 0,5 c'est droit. C'est 0,25. 0,25 c'est droit. Ici, ça fait un montage droit. Et après, vous montez dans l'autre sens. À 0,5, vous allez être à moitié arrondi. À 0,75, à 0,5 on est arrondi là. À 0,75, à 1 on est carrément en carré. Et à 0,75 ça va être un peu plus haut, quoi. Enfin, vous pouvez régler l'arrondi du profil de votre smooth. Ça, c'est quand vous travaillez par exemple avec des tables et tout ça, c'est pratique, c'est carré les tables, vous n'avez pas de raison d'aller y mettre des subdivisions surface et de tirer les bords. Hein. Vous utilisez ça parce que vous avez les quatre côtés qui sont enclenchés. Si vous n'avez pas les quatre côtés, que vous avez des tables avec des bords ronds, etc., bon, ben, vous travaillez pas avec du CTRL B, quoi. Et là, le fait de travailler avec les quatre côtés, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que on se retrouve bien avec des quads quand même. Vous voyez, on a les quads et du coup on casse pas le maillage. Si je fais un CTRL R, alors je valide, CTRL R, j'ai toujours mon maillage qui existe là. CTRL R il est toujours là. Et pareil, si je mets un CTRL B sur cette loupe là, ça va me générer des... pareil comme j'avais tout à l'heure, sauf que là après je peux aussi faire le profil, mais sauf que intérieur extérieur, vu que c'est une face plate, ça va rien changer. C'est un peu comme si je faisais du CTRL R, ça. D'accord? C'est pareil. CTRL Z. Donc ça a juste un intérêt, ça, c'est de générer une deuxième face. Vous allez voir, si je fais un CTRL B ici, je monte, je mets que une. Voilà, je mets que une, voilà. La loupe que j'avais qui était unique, là je la retrouve en double. Là on peut s'en servir pour ça. C'est-à-dire que là, je peux faire un petit scale où je fais, bon, pour que ça soit visuel, là je pourrais faire un inset, voilà, pour générer, hop là je suis passé à l'envers, pour générer une face à l'intérieur, et là je fais un S pour creuser. Le I m'a généré la face sur l'ensemble de la loupe sans extruder, sans sortir. Et après, je peux faire un S sur les X pour élargir si je veux. Pour avoir une bordure droite. Voilà. D'accord? Donc ça permet de travailler comme ça facilement. Sur une face comme ça, quand on veut faire ce genre de truc. Plutôt que de faire un CTRL R, le ramener, un autre CTRL R, le ramener. Et si vous avez déjà une loupe au centre, vous sélectionnez votre loupe. Vous en mettez une et vous faites un CTRL B et puis c'est bon, quoi. Bon, si vous n'en avez pas déjà, vous en faites une et puis vous la mettez en double et c'est pareil, quoi. Évidemment, on obtient le même résultat. Donc voilà, bon. Mais ça c'est bien, ça l'arrondit. Hein. Pratique. Genre, si vous voulez faire une forme... Bah ouais, parce que Bah, ça évite d'utiliser le modifier, quoi. ouais. Oui, on n'utilise pas modifier parce qu'il existe un modifier bevel. Mais le bevel, lui, alors vous voyez, moi je suis en mode objet, là, je vois que j'ai des facettes. Je peux me mettre en shading smooth, et là j'ai plus de facettes. Alors par contre, vous allez me dire, c'est pas super joli, parce que là il y a plein d'ombrages un peu pourris. Ça c'est parce qu'il n'y a pas de matériaux, et qu'il n'y a pas d'éclairage. Il y a l'ambiance occlusion, j'ai pas de matériaux dessus. Et puis c'est vrai qu'il a pas beaucoup de facettes en fait comme mon truc, donc peut-être qu'il aime pas trop non plus. Mais ça sera corrigé si vous rajoutez des loupes. Donc après on verra. Puis même après vous pouvez rajouter, rien ne vous empêche de rajouter une subdivision surface pour augmenter le maillage et avoir des trucs plus arrondis, hein, si ça vous arrange. Ça aussi. Bon.
il y a la solution aussi. Voyons voir si normalement le edge split, voilà, le edge split dans ce cas-là, il va venir jouer aussi avec, il va durcir les angles qui sont trop durs par rapport au reste. Donc là, c'est limite ici. Donc si je veux qu'il soit vraiment au-dessus de cet angle-là, il faut que je descende, non, je monte, voilà, pour pas qu'il aille chercher les bordures qui prennent que le 90, quoi, que ce qu'il y a au-dessus de 90. Bon, ça fait un peu bizarre les ombrages là, mais bon, c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup au niveau il n'y a pas beaucoup de loupes en fin de compte qui font l'arrondi, c'est pour ça que j'ai ça. Voilà. Donc ça c'est bon. On peut durcir hein, effectivement avec le edge split qui va marquer les bordures. Hein, on voit bien le résultat là, comme il travaille. Donc voilà, ça c'est... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à vous dire, à part le CTRL B? Bon après on verra pour la suite, parce que déjà ça c'est pas mal. Ça vous servira pour les tables, pour arrondir les bordures. Un seul truc, souvenez-vous, quand vous avez une subdivision surface enclenchée, comme ici j'en ai deux, à partir de 2, si vous supprimez une face, ça vous génère une sphère. Genre, ça pas une sphère, ça génère un cercle. Si vous avez une face carrée, quoi. C'est-à-dire que si je fais là, CTRL R, j'en mets deux. Voilà. Ici. Je prends cette face-là, en mode face. Je la supprime. Bon, je vais élargir un peu mon truc, quoi. S, Y, pour faire un truc un peu plus carré, quand même. Voilà, c'est un peu plus carré. Et je la supprime. X face, donc je fais un trou dedans. Celle-là aussi, SY, je l'agrandis un peu. Je la supprime. X face. Donc j'ai un beau trou dedans. Et vous voyez, il est quand même rond, parce que j'ai la subdivision surface qui est enclenchée. Alors que c'est une face qui est carrée. Vous voyez, carré, 4. Une subdivision, on voit, ça passe à 8. Et deux subdivisions, ça devient, même si c'est un petit peu hachuré, on va dire, ça suffit pour ressembler à un cercle, quoi. Même si après, ça, on peut le transformer vraiment en cercle, quand ça sera appliqué. Si je monte à 3, voilà, ça fait carrément lisse, quoi. Donc là, le même principe, hein, si je veux boucher l'intérieur de mon trou, ici, je vais redescendre à 0 pour voir ce que je fais. Et là, j'attrape en mode edge, cet edge-là et celui-là à l'intérieur. Et je fais face F, celui-là pareil. Et celui-là, une face. Celui-là et celui-là, une face. Bon, je vous le fais faire comme ça, mais il y a des méthodes peut-être plus rapides. En faisant des bridges et des trucs comme ça. Et là, du coup, c'est fermé. Et là, pareil, quand on remonte, on voit bien qu'on a généré carrément une face comme ça. Et là, on peut même mettre une loupe à l'intérieur pour durcir les bords si on veut. CTRL R, à l'intérieur ici, voilà. Ici, une. Je remonte vers le haut. CTRL R, je vais mettre à l'intérieur. Ici, je le descends vers le bas. Comme ça, j'ai durci les bords. Voilà, donc on peut faire des trucs un peu design. Je pense que ça suffira pour l'instant. Avec ce genre d'outils, vous allez arriver à faire des formes assez intéressantes. Hein, déjà, donc, fourchette, couteau, assiette. Fourchette, couteau, assiette. Les prochains coups, on attaquera les fonctionnalités assez cool comme le spine, le knife, à la limite, on s'en fout, mais bon, il nous manque quoi? Le spin, le screw, spin et screw qui sont assez compliqués à comprendre. Mais même sans ça, on peut regarder juste un peu le spin si on veut, mais à la limite, quelle heure il est là? Est-ce que je peux vous montrer le spin? 22h43, ça va, on a le temps. Alors le spin, je vais montrer le spin, j'ai déjà fait un tuto dessus, j'en ai fait 50 même. Le spin, c'est une façon de générer des faces, mais en mode ah oui, le relax. Alors il y a un outil avant le spin, il y a un outil qui est plus bas. Si vous l'avez coché dans les add-ons, normalement c'est le loop tool ici. Le loop tool, quand on le déplie, on a plein de trucs. Le bridge par exemple, qui m'aurait permis si j'avais sélectionné toute la loupe du haut et la loupe intérieure, je faisais un bridge, ça me faisait directement automatiquement le pontage entre les deux là. Ça faisait direct. Le curve, on s'en fout. Le circle qui me permettait d'arrondir des objets, mais il faut avoir plus de 4. Si je prends les 4 côtés là, et je lui dis fais-moi un circle dessus,
il me l'arrange au mieux pour que ça ressemble à un circle. Sauf que comme il a que 4 côtés, le circle pour lui, ça va l'arrondir, ça va mettre un carré. Donc ça marche, hein, ça marche. Ça me l'a fait. Ça me l'a fait. Et pareil en dessous. Celui-là, celui-là et celui-là, je lui dis fais-moi un circle. Voilà, ça c'est la position autorisée. Pourquoi je vois encore l'autre en dessous là? Il y a une double épaisseur, j'ai l'impression. Si je me mets comme ça. Ah, c'est parce qu'il y en a, oui, c'est parce qu'il y en a deux là. Il y a lui et il y a lui. Il y a ceux qui sont à l'intérieur aussi qu'il faut prendre. Il faut prendre tout le monde si on veut que les circuits ne partent pas en cacahuète. Et eux aussi. Voilà, et on lui dit fais-moi un cercle sur chaque truc. Voilà, il me recadre tout et il me fait un cercle au mieux qu'il arrive à faire. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ça évite de l'ajouter. Donc le loop tool, il travaille pas mal. Le bridge, il me permettait, comme je vous disais, de générer. Alors je vais le faire ici. Je vais sélectionner les faces là-dessous. X face. Voilà, le bridge, il me permettait de refaire ce que j'ai fait tout à l'heure à la main avec les faces. C'est-à-dire de attraper la loupe ici, attraper la deuxième loupe d'en dessous, donc le haut et le bas, et de faire le bridge entre les deux. Je mets comme ça, je vais faire bridge, tac, il ferme. Et il ferme avec des faces. Il fait le boulot de sélectionner toutes les faces, c'est très pratique aussi. C'est pratique surtout quand les objets sont un peu éloignés là, mais là ils sont juste en face l'un de l'autre, donc c'est bien quoi. Donc ça permet, vous voyez, il y a toujours des solutions. Le loop tool est assez intéressant à ce niveau-là. Et il y a d'autres trucs pour aplatir, le relax aussi, qui sont d'autres objets, mais on verra ça plus tard. Il y avait un truc, ouais, c'était ça, donc je voulais vous montrer, avant de partir sur le tool, c'était quand même le spin, qui est assez intéressant. Le screw, je vous montrerai ça une autre fois, parce que c'est un peu casse-tête à comprendre. Le spin, c'est quand même plus simple. Le spin, vous sélectionnez par exemple une face, et je veux faire un crochet, alors, un crochet pour ma fourchette, d'accord? Donc je vais extruder l'arrière, ça un coup, je vais rapetisser S, voilà, et je vais refaire un extrude là, et je vais faire une loupe, CTRL R, ici, que je vais serrer ici, avec un S, pour rapetisser, voilà, pour faire un départ de crochet on va dire, et je sélectionne ma face à l'arrière, voilà, cette face là. Maintenant je me mets bien de profil. C'est important, c'est d'être dans les vues orthonormées, sinon ça part un peu en travers, vu que ça dépend de la position de la vue. Alors, on se met en mode de profil, j'enlève le médian point pour pas être embêté, je me remets en médian point, et là, le spin, il va générer, bon on va le faire tout de suite, comme ça, je vais mettre mon curseur ici, ça vous allez voir ce que ça fait directement. Je fais spin, et hop, ça part, vous voyez, ça me fait une espèce d'arrondi, avec plein de faces, et ça m'a généré, ça m'a extrudé mes faces en me faisant un arrondi, et les paramètres ils sont là sur le côté comme toujours. Donc là j'ai 9 steps, hein, donc on peut augmenter, là il y en a 0, je peux augmenter, mettre 9, 10, ça va arrondir. Et vous allez me dire pourquoi il s'arrête là, ben, c'est parce que j'ai qu'un angle de 90 degrés, si j'augmente mon angle de 90 degrés, je monte. Pourquoi il ne veut pas aller plus haut? Qu'est-ce qu'il me fait? Je le mets 180 entrée. Voyez, il part de là, il va jusqu'à 180. On peut se mettre à 210 si on veut. 210. Voilà. Comme ça, on fait un crochet à 210. Voyez. Et vous remarquez que il utilise mon curseur comme centre de l'extrusion. C'est comme s'il avait fait un cercle dont le centre était la position de mon curseur, et il suit ce chemin. On le voit bien. Si je monte encore, je monte à 360. Alors il veut pas, je clique, je vais mettre 350 pour pas boucler complètement, et là on est il reboucle, donc on voit bien ici le chemin du cercle dans le centre et le curseur. Ce chemin, ce centre et ce cercle, on peut le bouger ici, c'est à dire que même sans bouger le curseur, ici on peut le bouger après, c'est à dire que là le Z il est vers le haut et le Y il est vers là, donc si je veux étirer plus vers l'extérieur, ben, je bouge en Y, donc là ça va étirer plus vers l'extérieur, donc là on voit mon curseur il est toujours là, mais c'est comme s'il se trouvait là en fin de compte, parce que je le fais bouger, c'est comme si je le bougeais sur l'axe des Y, donc ça agrandit mon cercle, hein, toujours. Là si je continue comme ça, il va aller de plus en plus loin pour faire un cercle qui va être étiré de plus en plus, quoi. Donc Y je monte, voilà,
Donc là, c'est comme si mon curseur était plus loin, donc ça tire en autant pour que ça reboucle. D'accord, donc je vais ramener ça là. Ok. Et pareil en X, alors l'X n'est pas visuel, il n'est pas visible de mon côté, donc il ne faut pas y toucher. Et en Z, par contre, je peux le monter. Je peux le monter ou le descendre, c'est-à-dire que mon cercle, là, je peux le descendre. Je vais le ramener vers le centre en Z. Donc ça me fait descendre mon cercle vers l'intérieur. Et là, je joue sur les Y pour descendre dans l'autre sens, si je veux. Et je peux remonter comme ça. En plus, ça l'étire plus ou moins. Donc on peut jouer là-dessus aussi après. Après avoir fait... donc il est plutôt encombrant. Donc voilà, vous voyez le délire un peu, cette histoire de spin. Pensez-y, après l'axe, c'est pareil, on est en axe en X, Y ou Z. Si je suis sur l'axe X, là je ne dois pas y toucher normalement, je suis à 1. Si je descends à 0, ça va m'inverser le sens de rotation. Mais là je le laisse à 1 au niveau des normales. Et si vous voulez le faire tourner dans l'autre sens, le tourner vers le bas, il faut qu'il tourne vers le haut. Ben vous changez ici, vous mettez moins 350 par exemple. Moins 350. Là il part en mode dans ce sens là. Du coup il est inversé carrément au niveau de la surface. Et donc là il va falloir inverser les normales. Pour pas avoir inversé normal, ici on touche le X. On le met dans l'autre sens. Et là du coup il va se remettre dans mon sens. Ouais. Alors l'idéal, si vous voulez faire partir le haut, je suis bête, moi c'est pas lui qu'il faut toucher, c'est mettre le curseur au bon endroit, quoi, surtout. Hein, donc il faut le remonter en Z. C'est pas lui, c'est ici en Z, pas en négatif, il faut qu'il soit en positif, il faut qu'il soit au-dessus. Voilà. Ici, et là pour le coup il est à l'envers, donc je mets pas moins 350, je mets 350 en positif. Voilà. Pour qu'il parte dans le bon sens. Et là on remonte, vous voyez. Donc ça. Mais il n'est pas dans le sens comme ça, ce qui est normal, quoi. Par là et vers le haut. Donc vous voyez, vous pouvez déterminer. Alors si vous ne voulez pas jouer avec les paramètres là au début parce que ça vous fait la panique, vous n'arrivez pas à la régler, vous vous cassez pas la tête, vous faites un CTRL Z et vous positionnez votre curseur. Alors si vous n'arrivez pas à visualiser le cercle de votre curseur, ben, vous mettez votre curseur où vous voulez, vous passez en mode objet, vous faites Shift A, vous faites ajouter un circle. Voilà, là il est à plat le circle, il est au-dessus à plat. Donc je vais faire une rotation sur les Y, RY90, pour le voir dans le bon sens. Je me remets sur le côté, comme ça pour bien voir. Et là, pour le coup, je peux régler moi-même mon circle pour me dire, tiens, je vais le faire comme ça, je veux qu'il vienne, qu'il fasse ça, voilà, qu'il fasse ce chemin, qu'il parte là, comme ça, il monte là, et il vient là. Alors pour faire ça, il faut que mon curseur il soit pile au centre du cercle. Donc là, je retrouve la fonction de tout à l'heure, le Shift S, qui sert aussi énormément. Et je fais curseur to sélection, comme tout à l'heure. Donc là, il est pile au centre. Là, j'ai le cercle qui tourne par là, et je sais que que quand je reviens ici sur mon objet en mode edit, là, le cercle ne me sert plus à rien, il sert juste pour visualiser. En mode edit, là, je vais pouvoir faire mon spin, voilà, et il suit bien mon chemin. Et on voit bien le cercle qui était là, et il suivait. Là, il doit y avoir un petit réglage au niveau de l'épaisseur. Je sais pas si en touchant le Z... Non, ça le fait pivoter, ça. C'est l'axe, CTRL Z. Hop là, je refais mon spin. Ouais, mais c'est bon, hein, comme ça. Alors après, maintenant, si je veux augmenter l'épaisseur de ça, je vais me dire, je vais pas prendre toutes les faces une par une et faire un S dans un sens, etc. Je vais galérer. Donc là, ce qu'on fait, on a une fonction pour ce genre de truc. Là, j'ai le bout qui est sélectionné, donc c'est très bien. Je vais faire des CTRL plus pour augmenter ma sélection. D'accord. Et là, je veux rendre plus gros juste ce cercle-là. Ben là, c'est facile à retenir, c'est le Alt S. Celui-là, vous pouvez le noter. C'est, je sais pas s'il est dedans, il doit y être, hein, dans les transformations. Alt S, Shrink, Flatten. Ouais. Ouais, Shrink, Flatten, ouais, ça épaissit, ça... D'accord, ça compresse, ça dilate. Bon, vous allez voir tout de suite, si je fais Alt S là, et là je tire, il n'y a pas de X, Y, Z, là du coup ça me permet d'épaissir, ou Alt S, ou de compresser, même carrément d'inverser, mais il ne faut pas inverser.
de rendre plus fin ou de rendre plus gros mon truc. Évidemment, si je sélectionne juste une loupe là, et je fais Alt S, pareil, ça épaissit ou ça diminue cette partie-là, quoi. D'accord. Ok, comme ça on peut travailler. Donc voilà la façon. Le Alt S, c'est le dernier truc que je vous montre dans l'histoire parce que on sait faire le scale, on sait faire les rotations. Le Alt S, c'est un truc assez sympa. Il y a une autre fonctionnalité qui permet de faire pivoter droite-gauche, on va dire, les loops d'un objet. CTRL plus plus, voilà, par exemple ici, c'est le CTRL Shift Alt S, c'est le, comment il s'appelle? C'est le share, voilà. Le share, CTRL Shift Alt S, ouais, qui va pencher. CTRL Shift Alt, oups là, il est parti. Alors, CTRL Shift Alt S, voilà, et je tire d'un côté ou de l'autre. Voilà, vous voyez, ça fait pencher d'un côté. Ouh. Alors là, on voit pas trop à quoi ça peut servir. Évidemment, vous allez me dire, là c'est un peu bizarre, pourquoi on ferait pencher nos vertices? Bon, évidemment, dans ce cas-là, ça m'intéresse pas. Par contre, si je fais Tab, je prends lui, Tab, je sélectionne tout ici, CTRL Shift Alt S, et là je fais pencher. Là, ça parle beaucoup plus. Quand on voit ce qu'on peut faire là, pour le coup. Ça penche dans la vue où on est. Hein. D'accord? C'est-à-dire je fais pencher là, après je viens là, en vue de face, je mets bien dans la vue comme ça, et je fais CTRL Shift Alt S, et je vais pencher aussi comme ça. Alors que ça, pour le faire à la main, c'est un peu pénible, on va dire. C'est un petit peu pénible. Donc là, c'est des déformations rapides. On s'en sert pas forcément souvent, mais vous les avez tout dans le menu Mesh Transform. Transform, vous avez le grab, le rotate, le scale, rotate. J'aime bien, on se rotate le matin. Rotate, alors rotate, scale. Le tout sphère, ça transforme, ça sphérise l'objet. Là, on vient de voir le CTRL Shift Alt S, le share. Bon, vous pouvez cliquer dessus et puis vous bougez votre souris après. Le bend, le Shift W, le bend est un petit peu spécial aussi. Ça permet de tordre, de plier un truc. Ça se fait bien sur un tuyau. Et le warp et tout ça, bon, on verra ça. Le shrink flatten, ça, Alt S, on a vu, on s'en sert beaucoup. Le bend, il peut servir, mais il faut bien capter comment ça fonctionne. À votre niveau, je pense que c'est un petit peu compliqué. Et surtout, il faut se mettre bien dans la bonne vue. Là, j'ai pas d'exemple qui pourrait vous permettre de faire un bend facilement. Donc il vaut mieux que je me mette là et je génère Shift A. Pour faire un bend, je vais prendre un cube, toujours pareil. Edit, je fais un S sur les X pour l'agrandir. Et je vais lui rajouter plein de loops. CTRL R. Parce que pour qu'il se bende bien, il faut le. Et je les laisse comme ça. Donc, je mets en vue de dessus. Parce qu'il faut être bien dans une vue. Le curseur est au centre. Oups. CTRL Z, je sélectionne tout. Le curseur est au centre. Et là, je vais faire un bend que de l'ensemble. Donc là, on avait dit, c'est le W, je crois. Ouais. W. Non, c'est Shift W. Je vérifie. Je m'en sers vraiment pas souvent du bend. Transforme. Ça lagouille un petit peu. Shift W, ouais. Donc, le curseur, je le remets au centre parce que ça agit par rapport au curseur. Shift S, curseur to sélection. Voilà, donc je mets là pour commencer. Je fais Shift W et je tire. Voilà. Oups, là, j'ai un petit peu du mal. Voilà, ici. Et ça agit toujours par rapport au curseur. Et voilà, on voit en bas ici, là, regardez, vous avez bend angle, là il fait 100 degrés, et le rayon qui fait 4, 3. Alors le rayon, c'est la distance entre mon curseur et ma position, le curseur 3D. Donc on peut changer si je suis carrément avec un bend très. En fait, quand ça fait ça fait tourner un peu et avec un arrondi qui va dépendre de la longueur de mon. L'arrondi va dépendre de la longueur de mon angle. Donc ça permet de faire un truc un peu spécial, assez pénible à régler, je vais vous dire. Voilà, dans ce cadre, dans cette fonctionnalité, voilà, par exemple ici. Ça c'est un petit peu. Mais surtout, on fait un bend, Shift W, c'est plus pour travailler en mode manuel. Genre, vous voulez. On le fait en 2 fois, par exemple là. Voilà, comme ça. Alors, CTRL Z, Z. Et si je mets mon curseur ici, et je refais le bend, pareil, Shift W, ça me prend tout l'objet. Donc là, ça me permet de tirer comme ça. Il ne faut pas se louper. Voilà, si je veux faire juste un
un truc arrondi, comme ça. Remonte un peu. Alors ça serait mieux si je voyais mon angle en entier. Shift ici, vue de dessus. Voilà. Là, je mets mon curseur là au bord, je fais un Shift W. Voilà. Et je tire. Alors le truc c'est de partir ici. Shift W. Et on fait tirer. Oui. Là je suis dans le mauvais sens. Là, il est là mon curseur. Shift W. Voilà. Il arrive mieux. Hop. Alors je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. Pour faire ça. Mon curseur est au bout ici. J'ai tout sélectionné, donc tout va être influencé. Si j'avais sélectionné qu'une partie, il n'y aurait que la partie sélectionnée influencée. Mais je mets mon curseur à un bout. Je mets mon autre curseur ici au bout de mon objet à déformer. D'accord? Carrément au bout. Je ne le mets pas là, je ne le mets pas là, ni loin. Je le mets au bout. Ça fait comme si c'était une cage, on va dire. Et je fais mon Shift W. Et là, ça suit au plus près la déformation. On arrive mieux à contrôler. Si je garde la même distance entre, voilà, là il est là, je garde un même rayon, je vais essayer de garder un rayon, voilà, ici je suis à 90, il a tourné à 90, et il est à peu près comme il faut. C'est un petit peu pénible à régler, c'est pour ça qu'au début vous allez vous amuser. Hein, voilà, je le valide ici. Alors on peut le faire comme ça, CTRL Z. J'ai fait Shift Z, donc je suis passé en mode visu, donc je refais Shift Z pour sortir de là, et je fais CTRL Z. Et par exemple, si je mets mon curseur au centre, ici, et là je mets l'autre ici, au bout, je fais mon Shift W, et là je tourne, voilà, ça part du curseur. Là je suis à 90 degrés, parce que mon curseur ici, il est à 90 degrés, mon pointeur il est à 90 degrés. Et après, si je suis à 90 degrés ici, à peu près à la bonne distance, j'arrive à le régler, et après on peut tourner et plus, le tordre. Mais l'important, c'est vraiment de se mettre dans une vue, alors si je tire, de se mettre dans la vue qui nous intéresse. Tac. Ici par exemple. Donc il faut bien se positionner en ortho, en vue de face, en vue de profil ou un truc comme ça, CTRL Z. Si je me mets dans l'autre sens en vue de face ici, pareil, je peux mettre mon curseur ici, mettre l'autre prêt à faire mon bend ici, et faire le Shift W, et ça va tourner dans ce sens là, par contre, à 90 degrés, avec le radius qui va correspondre, oups, à mon, il faut rester en dessous de la longueur qu'il y avait à l'origine, sinon ça fait, s'il est plus court, ça fait il finit en ligne droite en fin de compte, il fait l'arrondi, on le voit bien là, l'arrondi dans l'angle, hein, et il finit en ligne droite. Quand on est exactement à la même longueur qu'on avait au début, on se retrouve à plat, on va dire, enfin, grosso modo comme ça, même moi j'aurais un petit peu du mal quand même à le régler ici, voilà, on doit être pas mal, et après on peut tirer, et là du coup on augmente le radius ici, voilà, si je le valide là, ça doit être pas mal là, pour faire des grands arcs, pour y tirer quoi, en fin de compte. Assez pénible à gérer, il faut juste, pas pénible, mais il faut capter le truc. Il faut vraiment capter, positionner le point de pivot d'origine avec le curseur, et après avant d'appuyer sur votre Shift W, vous mettez sur la longueur, là si je me mets qu'à moitié, ça va amplifier. En Shift W, là j'amplifie tout l'ensemble, et surtout la rotation se fait que sur la partie, sur la longueur, vous voyez, même si je tire, voilà, si je tire, ça va aller chercher, mais au début on tire que sur la longueur qu'on avait. Donc là c'est plus, encore plus... voilà, bon après on y arrive, hein, une fois après on fait ce qu'on veut, quand on a compris le truc. C'est vraiment la façon dont on part au début. Il faut vraiment partir bien comme il faut, et on y arrive. On arrive sans trop de problème, quoi. Voilà, avec le bend, vous arrivez à tordre vos systèmes, à faire un peu ce que vous voulez, quoi. Là ça se suit carrément, quoi. Hop hop hop, d'accord. Donc à vous de vous amuser, prenez bien le point de pivot au démarrage, et après la longueur que vous voulez faire tourner. Ça c'est pour notre cher ami qu'on a vu, Shift W, le bend, qui est assez intéressant au niveau du travail, un petit peu compliqué à appréhender au début. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait regarder dans les transformations dont on ne sert pas forcément super souvent? Push-pull, ouais, bon, warp, okay. Ça je vais pas en parler.
Le tout sphère, je vous en ai parlé tout à l'heure. J'en ai parlé. Shift A, je vais mettre un cube. Je vais lui rajouter des subdivisions tout de suite. En mode Edit. Et je vais subdiviser. Voilà, je vais en mettre quelques-unes de subdivisions. Voilà, pour qu'il puisse travailler. Voilà, j'ai ça. Si je fais le tout sphère, c'est-à-dire que c'est le menu transform et tout sphère, le Shift Alt S, ici, et là je tire. Et à 1, quand je suis à 1, c'est-à-dire on le voit en bas là, ici, vous voyez, en bas à gauche là, là-bas, dans le coin en bas à gauche, vous voyez, je suis à 1. Du coup, mon cube s'est transformé en sphère. Il a fait une sphère avec mon cube. CTRL Z. Ça, c'est pas CTRL Z, là je fais Shift Z encore une fois. Donc, ça sphérise la zone. On peut sphériser qu'une partie. Ça sphérise tout ce qui est sélectionné en fin de compte. Si je me mets bien en vue de phase, je fais Z, je désélectionne tout, je prends que la moitié. B ici. Et je fais un Shift Alt S. Tout sphère, ça va sphériser que cette partie-là. Donc c'est pas mal pour faire des formes un peu spéciales. Vous allez vous embêter sinon. Et pareil, comme on a vu tout à l'heure, là, si je sélectionne la loupe qui fait le tour là, eh ben, même les deux là, par exemple, ben, j'avais le loop tool que je vous ai montré tout à l'heure, c'était pas très visible, mais là on va bien le voir. Le loop tool, si je clique sur circle, ici, voilà, ça me fait vraiment ça me transforme en cercle. D'accord, donc là ça marche bien, quoi, ça le fait. Et là, même celui-là, je pense que celui-là, tu vois, on voit même le bout là, il est pas. Celui il est quand même pas mal, mais il faut voir si le circle il le corrige pas plus parce que c'est un petit peu anguleux. Circle, ouais, tu vois, il le corrige bien. Donc il me rajoute bien un niveau de peut-être plus performant au niveau de sphérisation là, du circle. Là pareil, circle, pour le coup, il arrive à mieux le régler quoi. Là on a un meilleur travail on va dire. Même si je maintiens celui-là en place, là si je le fais en circle, voilà. En fait, quand on finit par recréer un cylindre, quoi, à force de faire ça. D'accord. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui pourrait vous servir pour la modélisation au niveau où on était? Donc là, pour l'instant, je pense que ça suffisait. Ça suffira pour faire la table, la chaise, etc. Même pour faire un petit crochet, si vous voulez. Et pour le reste, on verra. Prochain coup, on attaque les verres et on va attaquer le dépliage pour essayer de faire les premières images. Hein, on va très vite, et après on reviendra en mode travail. Donc à vous de me faire une petite fourchette pour mercredi prochain et on verra bien ce que ça donne. Hein. Si vous avez des questions, vous posez vos questions. Voilà, ça. Là par exemple, vous voyez, là que je suis zoomé, je regarde, mais dès que je bouge, ça devient la panique. Tout simplement parce que j'ai une zone qui est sélectionnée ici et que j'étais en rotation autour de ma sélection. Donc si je veux zoomer et puis tourner autour de quelque chose qui est là-bas, je fais Tab et je sélectionne la chose autour de laquelle je veux tourner. Voilà, c'est quand même beaucoup plus facile. D'accord? Donc n'oubliez pas, c'est les trucs de base, hein, tout ça, on tourne autour de la sélection puisqu'on a coché ça. La cuillère de l'espace, fourchette de l'espace, et on va faire l'assiette, le gobelet, les choses, les torchons, on verra après. Hein, on va s'amuser. Il y a même le porte-couteau, tiens, porte-couteau de l'espace. Voilà, ça c'est un beau porte-couteau. Bien, eh ben, je vous souhaite de bien vous amuser jusqu'à la semaine prochaine. Hein, ok, d'accord. À bientôt, et la semaine prochaine, prenez la vidéo et retravaillez dessus.